et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te présente Solène Pigné. Salut Solène. Bonjour Lydie, merci beaucoup pour ton invitation. Je t'en prie, avec grand plaisir. Bon, alors dis-moi, avant que j'explique d'où on se connaît et pourquoi on fait cette interview ensemble, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots qui tu es ? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Solène, comme tu l'as dit. Je suis française, mais j'habite à l'étranger depuis une petite dizaine d'années maintenant, dont 5 en Turquie. Donc, je suis installée à Istanbul parce que c'est ici que j'ai rencontré mon mari, enfin mon nouveau mari, parce qu'on s'est mariés juste Ton nouveau là mari, l'an dernier. le troisième. Un nouveau mari. Non, le seul, l'unique. Et en fait, voilà, moi j'étais venue en Turquie pour mon ancien travail. J'avais une mission de 6 mois au cours de laquelle je suis vraiment tombée amoureuse à la fois du pays, enfin en particulier de la ville d'Istanbul, et aussi d'un jeune homme magnifique. Et du coup, voilà, j'ai eu envie de rester habiter à l'étranger. Il se trouve que voilà, mon travail, j'ai pu le continuer un temps en négociant de rester voilà, à Istanbul, mais j'ai fait un burn-out en fait dans mon travail et donc j'ai dû quitter cet emploi. Oui, tu étais Je me suis salariée. retrouvée, ouais, voilà, j'étais salariée. Et du coup, je me suis retrouvée dans une position assez bancale où j'avais envie de continuer à habiter ici, mais je parlais pas la langue. Les conditions de travail sont pas hyper alléchantes, on va dire, en termes de salaire, de congés et autres, quand on est voilà, habitué au confort français. Et donc, je me suis en fait posé la question de lancer ma propre activité à distance, donc pour pouvoir travailler en anglais, en français, tout en habitant là où je le souhaite et en gardant cette flexibilité de pouvoir rebouger si jamais la vie m'emmenait autre part. Mais à cette époque, je ne m'étais jamais projetée entrepreneur. En fait, moi, toute ma vie, j'ai fait comme on me disait à l'école, j'ai eu des bonnes notes, j'ai fait des bonnes études pour trouver un bon job dans une bonne boîte. Ouais. Et du coup, voilà, je m'étais vraiment jamais projetée entrepreneur. Pour moi, un entrepreneur, c'était un homme déjà, Ouais. la quarantaine, cinquantaine, cheveux grisonnants avec le network INSEAD ou HEC, les investisseurs et autres. Et puis moi, en Turquie, je cochais aucune case. Enfin, je pouvais pas rentrer dans des accélérateurs parce que j'avais pas, quelque chose que je pouvais créer pour la Turquie. Tous les trucs d'accompagnement en France ou autre, pareil, je rentrais pas dans les cases. Et Impossible de faire un prêt en banque ou autre, quoi. oui. Donc, j'avais un petit peu d'économie. J'avais de quoi remplir mon frigo et payer mon loyer pendant 1 an pile poil. Et du coup, je me suis lancée en me disant, bon, j'ai 1 an, je me donne cette chance à la fois de pouvoir vivre là où j'ai envie de vivre, mais aussi du coup d'en profiter pour faire quelque chose qui me correspond vraiment, qui est aligné avec mes valeurs, parce que c'était ça aussi qui avait engendré le burn-out dont j'ai parlé. D'accord. Et puis qui me permettent de me raccrocher aux études que j'avais faites, parce que j'avais fait un master en développement durable sans forcément trouver de travail dans ce milieu-là. Et donc, j'avais toutes ces pièces de puzzle, impact, valeur, entrepreneuriat à distance, 1 an pour faire en sorte que ça marche. Ouais. Et Ouais. c'est comme ça que je me suis lancée. Ok. Et donc du coup, ça c'est un sacré teasing. Qu'est-ce que tu fais exactement ? C'est quoi ton job, Solène ? Ouais. Moi, je le sais, Donc, évidemment, mais oui. Sinon, c'est je pour saurais pas. l'interview. Donc voilà, je suis la fondatrice de Creators for Good et j'accompagne en fait des femmes On qui voit la un petite pancarte. Je fais une petite parenthèse d'ailleurs. On voit la petite pancarte petit derrière. Voilà. tout à fait. Excuse-moi. Et donc j'accompagne des femmes qui veulent s'échapper des chemins battus du salariat pour lancer et ou faire grandir leur propre activité durable. Donc finalement, les clientes que j'accompagne
On a énormément de points communs puisqu'elles ont la même quête que moi. Donc, quand j'ai démarré, j'accompagnais principalement au fait de trouver son idée, de développer un business model qui soit alternatif et qui soit pas forcément en mode start-up, mais vraiment plus en mode entrepreneuriat éthique, humain, avec l'entrepreneur au cœur de son projet, vraiment basé sur ses talents, sur son ikigai. Et puis aujourd'hui, parce que voilà, comme j'ai pas mal avancé en fait dans mon cheminement d'entrepreneur, j'accompagne aussi des personnes qui sont déjà lancées et qui cherchent à passer de nouveaux paliers de développement pour leur activité, principalement quand il s'agit d'atteindre la viabilité financière, qui est un des enjeux importants en fait quand on entreprend par soi-même et qu'on cherche à changer le monde, mais aussi à changer un peu les règles de ce qui se passe dans l'écosystème entrepreneurial. Ouais, et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, puisque il y a un an et demi, quelque chose comme ça, un peu plus d'un an, on a travaillé ensemble. En fait, tu m'as accompagnée, et donc c'est comme ça qu'on a fait un accompagnement long, en profondeur, et du coup. C'est un accompagnement qui a été hyper décisif pour moi et pour la petite fourmilière pour passer un nouveau cap, effectivement, le cap de la viabilité économique, et puis même le shift mental de passer de salarié à entrepreneur. Même si j'étais déjà entrepreneur depuis un an et demi, je crois, quand on a commencé à travailler ensemble, ou un an, quelque chose comme ça. Dans l'approche, j'avais encore une approche salariée avec les personnes, avec mes clients. Donc, ouais, ça a été quelque chose d'assez puissant. Et du coup, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Tout à fait. Ouais. Puis ça a été un grand plaisir pour moi de travailler avec toi et d'apporter ma petite graine à ta petite fourmilière, et aujourd'hui de voir à quel point tu déploies encore plus ton impact et puis voilà l'ampleur que prend ce que tu fais, parce que pour moi c'est vraiment l'enjeu en fait. Souvent on vient vers moi pour des questions, que ce soit trouver son business model ou trouver ses premiers clients ou atteindre l'équilibre financier, pouvoir vivre de son activité. Souvent, c'est les problématiques avec lesquelles on vient. Puis en fait, bien sûr, on travaille sur ça, mais il y a aussi tout le travail sur l'état d'esprit derrière, la posture entrepreneuriale dont tu parlais, le déploiement de l'impact, réaligner en fait. On travaille aussi l'équilibre de vie qui est hyper important quand on est une femme entrepreneur. Donc, bref, c'est une porte d'entrée vers plein d'autres choses passionnantes. C'est ça. La partie immergée en fait de l'iceberg, quoi, parce que finalement, exactement. On peut voir d'extérieur du succès entre guillemets. C'est bon, la boîte tourne, la personne a l'air de trouver son rythme. Ça, c'est ce qu'on voit, mais du coup, il y a tout ce qu'on voit pas derrière en termes de travail en profondeur, quoi. C'est ça. Ouais. Puis parfois, il y a l'inverse aussi qui se passe. Donc, ça m'est arrivé aussi. Là, en ce moment, j'ai 2 clientes dans ce profil-là, dont les résultats financiers sont au rendez-vous. Elles ont des clients régulièrement, etc. Mais intérieurement, en fait, extérieurement, tout a l'air ça tourne. Mais intérieurement, elles sentent qu'il y a un décalage, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elles ne s'épanouissent pas, elles s'épuisent. Ouais. Et ça, c'est aussi super intéressant à venir travailler. Et souvent, d'un cas comme dans l'autre, en fait, ça vient de croyances par rapport à l'argent et au travail, du type il faut travailler beaucoup pour bien gagner sa vie. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on nous a inculqué, qui fait partie de notre background culturel, quoi. Et qui fait que, du coup, soit on résiste le fait de bien gagner sa vie en se disant « Oh là, ça va être énormément de travail », soit on le fait, mais du coup, on le fait d'une façon qui est pas saine ou équilibrée ou durable, tout simplement. Ouais, c'est ça, c'est pas écologique pour soi. Eh ben, écoute, tu m'offres une transition juste parfaite là. Est-ce que tu pourrais, en quelques mots, nous expliquer comment ça se passe pour toi, justement, en termes de rythme, comment tu petit à petit, tu l'as trouvé, en fait, sachant que
petit teasing, ton rythme, il va très très prochainement évoluer aussi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Petit teasing, voilà, Ah oui, ça se voit pas encore trop, mais voilà, je partageais à Lydie juste avant qu'on démarre l'enregistrement que je suis enceinte et que du coup, je vais devenir maman cette année. Donc effectivement, voilà, changement de rythme en perspective. yes. Mais enfin voilà, sur les grands principes, de toute façon, l'idée c'est vraiment de s'écouter, d'écouter son corps. C'est aussi ça que je trouve passionnant dans le fait d'accompagner des femmes, parce qu'en fait, on baigne dans une culture patriarcale, certes qui tend à se rééquilibrer, mais la norme c'est quand même voilà. Et donc tout a été pensé par des hommes pour des hommes, notamment l'organisation du travail dans les entreprises. Où on travaille du lundi au vendredi et toutes les semaines en fait sont sur le même rythme, tous les mois sont sur le même rythme. Or, nous femmes, on est cycliques et donc c'est compliqué en fait d'avoir cette constance. On peut essayer de s'y contraindre, mais on se fatigue. Ouais. Et au final, on n'exploite pas notre plein potentiel parce qu'à chaque moment de notre cycle, on a aussi accès à certaines choses qui sont plus faciles. Il n'y a pas de bon et de mauvais moments, il y a juste des moments différents et une fois qu'on apprend à les exploiter, c'est vraiment génial. Et c'est vrai que quand je suis devenue entrepreneur, la question du rythme, c'était important pour moi parce que je sortais d'un burn-out et clairement, c'était une de mes grandes peurs. C'est-à-dire que, est-ce que je ne me mets pas trop de trucs sur les épaules et donc, je me suis fait accompagner par une coach dès le démarrage de mon activité qui m'a vraiment aidée sur plein de sujets, dont la question du rythme de vie, de voir, elle, comment elle s'organisait. Ça m'a vraiment permis d'avoir une sorte de… c'est pas un modèle en sens copier-coller, mais c'est juste, ça m'a permis de me projeter en me disant, bon, voilà, elle a une activité, ça marche bien, elle a aussi 2 enfants, une vie de femme, une vie de… C'est possible. Voilà, et donc c'est possible, elle se crame pas. Et comme tu aimes le dire, je sais que c'est une expression qui est chère à la petite fourmilière. Elle sort toute seule. C'est ça. Mais en même temps, on parle de burn-out, donc bon. De ça exactement, on est en plein dedans. Et du coup, voilà, j'ai démarré mon activité avec cette croyance hyper aidante c'est tout à fait possible de développer une activité qui fonctionne sans travailler 150 heures par semaine. Et ça, c'est vrai que ça a été hyper aidant parce qu'on peut tomber dans de la culpabilité, en fait, surtout au début quand on n'a pas beaucoup de clients et tout. Puis voilà, si on se prend une pause ou qu'on se dit, bon, là, vendredi après-midi, je vais faire une petite balade. Du coup, on peut tomber dans un truc de procrastination, culpabilité où on fait du présentiel, entre guillemets, devant son ordi, alors qu'on n'a pas forcément masse de travail parce que c'est le démarrage et qu'on n'a pas beaucoup de clients. Donc, on a plein de choses à faire. Mais c'est vrai que, voilà, j'ai eu la chance, en fait, d'avoir l'intuition de me faire accompagner dès le départ pour mettre en place des bases saines. Après, bien sûr, voilà, elles ont évolué, elles s'adaptent au fur et à mesure de l'évolution de mon activité. Et puis voilà, comme je le disais, il y a aussi cette notion de cycle que je suis venue rajouter. Donc, un exemple très concret. Moi, je note dans mon calendrier, en fait, j'ai la chance d'avoir un cycle super régulier, donc je sais quand tombent mes règles à l'avance. Bon, là, j'ai plus de règles. Donc… ça. Dans quelques mois, ça va être un peu différent. mais voilà, en temps normal, hors grossesse, on va dire. Du coup, le premier jour de ma règle, moi, j'ai des règles assez douloureuses. Donc, en fait, je prends mon jour off. Ça peut m'arriver quand même de bossouiller depuis mon lit avec une bouillotte sur le ventre si jamais j'ai envie de faire un truc genre de la compta ou des choses qui demandent pas beaucoup de créativité, mais voilà, qui ont besoin d'être faites. Donc, c'est aussi l'occasion. Et puis en général, en fait, j'ai 2 semaines où j'ai mes séances avec mes clients
et une semaine, donc c'est la semaine plutôt où je suis en début de cycle, où je prends aucun rendez-vous. Et donc, c'est une semaine plus d'introspection. C'est là où je crée aussi mon contenu pour voilà, le blog, le marketing, la newsletter et autres. Donc, c'est un rythme comme ça qui alterne les moments voilà, de présence, les moments plein, enfin, ou qui demandent de l'énergie, et des moments un peu plus soft, mais où du coup, je travaille sur des choses différentes. Ouais. Et ça me plaît vraiment, en fait, d'avoir ces 2 semaines et puis cette semaine un petit peu plus cool à mon rythme, où je travaille en pyjama ou au café du coin ou autre, ce qui n'est pas forcément possible quand je suis en rendez-vous client. Mais voilà, j'aime beaucoup cette alternance, et là, voilà, maintenant que je suis enceinte, même si j'ai pas mes règles, il y a les rendez-vous médicaux, il y a voilà, les moments où où je suis pas en pleine forme, les petites siestes à caler dans l'agenda. Et du coup, j'ai conservé en fait ces 2 semaines et une semaine, et du coup les moments qui étaient censés être début de cycle, je les prends pour voilà, pour me reposer, pour faire mes rendez-vous médicaux, pour être vraiment dans un rythme qui soit respectueux de mon corps, et où du coup je maximise le temps voilà, que j'ai pour mon activité et pour moi aussi. Ouais. Et ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que en fait, tu es en train de faire en fonctionnant comme ça, tu fais des choix en conscience, c'est-à-dire tu as de la clarté en fait sur ton mode de fonctionnement. Alors, je dis pas que c'est toujours 100% clair, hein, c'est en chemin, j'imagine. Mais en tout cas, tu as cette connaissance et compréhension de ton cycle, et du coup, tu fais le choix, en fait, en conscience de cette connaissance-là, tu fais le choix d'adapter ton emploi du temps, et j'imagine que parfois, c'est pas optimal. Une vidéo interview avec Camille Sfez, on parlait aussi des cycles. Mais du coup, c'est quelque chose que tu fais en conscience. Voilà, et une petite chose du coup que je peux rajouter pour rebondir sur ce que tu dis. L'idée, c'est aussi d'être flexible, c'est-à-dire que il y a cette organisation idéale entre guillemets, en se disant bon voilà, en théorie idéalement comment ça pourrait se passer. Puis après il y a la réalité, il y a aussi les moments où on tombe malade, ou je sais pas, il y a quelque chose qui se passe, où on est obligé d'improviser, et c'est ok aussi, mais c'est plus facile en fait de venir décaler quelque chose et de le remplacer si on a des blancs en fait dans son agenda. C'est ça aussi que ça permet. Donc effectivement, voilà, c'est de le faire en conscience et de se laisser cette liberté d'improviser dans les moments où on sent que voilà, ce qu'on avait prévu ou calé, ou ce qu'on a l'habitude de faire correspond pas à notre besoin du moment, et c'est vrai que ça demande de pouvoir bien s'écouter aussi. Ouais, c'est ça. Et du coup, ce que tu viens de partager là, ça m'amène une nouvelle question, parce que je me dis, bon, moi je sais comment je connais un peu tes coulisses, mais je me dis là, pour les personnes qui nous écoutent, elles se disent ah ok, super, super, elle met du vide dans son emploi du temps, c'est génial. Mais et concrètement en fait, comment elle vit, parce que voilà, moi je sais qu'autour de moi j'ai plein de gens qui aimeraient en fait mettre du vide dans leur emploi du temps, mais financièrement ça passe pas. Comment ça passe? Pourquoi ça passe chez toi en fait? Ouais. Alors, en fait, tout part un petit peu déjà de cette première croyance dont on parlait tout à l'heure, de si on pense au fond de soi et dans son inconscient qu'il faut travailler beaucoup pour pouvoir, parfois pour certaines personnes, c'est survivre. Pour d'autres, c'est vivre. Pour d'autres, c'est bien gagner sa vie. Bon, voilà. Mais si on associe en fait le nombre d'heures de travail au potentiel de revenus de son activité, quelque part, on est dans une équation qui ne fonctionne pas. Et d'ailleurs, on le voit tous les jours, il y a plein de gens qui travaillent énormément, qui gagnent très peu, voire pas. Il y a aussi plein de gens qui gagnent bien leur vie sans forcément se cramer. Donc, quelque part, voilà, cette équation, même si elle paraît logique sur le coup, puis en plus, on a eu un président qui nous a martelé, travailler plus pour gagner plus. Donc,
On tombe bien dans le cliché. Bref, mais si on a cette ouverture d'esprit de se dire, ben, en fait, non, si on fait en sorte que les deux sont pas corrélés, en fait, qu'est-ce qui devient possible? Ouais. Et puis après, par rapport à ce que tu commences à évoquer sur la soutenabilité financière, en fait, moi, j'ai un nombre de clients que je peux accompagner en parallèle, qui a évolué au fur et à mesure de mon propre développement d'activité, de l'équipe que j'ai pu mettre en place au fur et à mesure des années aussi. Oui, parce que c'est ça, tu n'es pas seule en fait. Il y a certaines tâches que tu délègues en fait, que tu ne fais pas toi-même, déjà. Ouais, moi quand j'ai commencé, je pouvais prendre à peu près une dizaine de clients, 8-10 clients en parallèle. Puis à partir du moment où j'ai commencé à déléguer certaines tâches, alors au début c'était vraiment 1 heure par semaine, voilà, c'était vraiment presque pour le principe, quoi. Mais c'est pour le principe, mais c'est symbolique aussi parce que quand on commence à payer quelqu'un pour faire quelque chose pendant 1 heure que soi-même on pourrait faire en fait. Ben, du coup, on se responsabilise parce qu'on se dit, bon, là, je paye quelqu'un, donc moi, comment est-ce que je vais exploiter l'heure que du coup, je me suis libérée et du coup, on passe son temps à faire des choses de plus en plus importantes, qui ont de plus en plus de valeur pour son activité. Donc voilà, je suis passée d'une dizaine de clients quand j'ai démarré à 15. Une fois que j'ai pu vraiment commencer à déléguer certaines choses, parce que forcément le temps que je ne passais plus à, je sais pas, envoyer des factures, faire des relances, faire un petit changement sur le site internet, créer une image pour la page Facebook, tout ça, c'est des tâches que je sais faire, mais bon, c'est pas dans ma zone de génie à moi, quoi. Oui, sachant qu'il y a d'autres personnes pour qui c'est vraiment leur kiff ultime, quoi. Et qui le font plus vite, mieux. Enfin voilà, qui n'oublient pas les détails, parce que souvent aussi, moi, j'ai tendance, quand je fais des choses qui me passionnent pas, enfin voilà, c'est pas que je bâcle, hein, mais c'est juste que j'oublie des trucs ou c'est pas, enfin voilà, c'est pas ton truc, quoi. C'est ça. Et puis voilà, au fur et à mesure, après j'ai commencé à faire grandir un petit peu cette équipe parce que du coup, avec une quinzaine de clients en parallèle, j'avais aussi les finances pour pouvoir déléguer plus. Et puis voilà, là ma capacité en gros jusqu'à peu c'était voilà, entre 20 et 25 clients en parallèle, sachant que moi en fait ces 25 clients, je peux les accueillir parce que je ne fais plus du tout dans mon activité. J'ai une équipe à la fois en coulisses, donc j'ai une assistante web et une assistante gestion client, enfin relation client. Ouais, l'administratif, quoi. Voilà, pour l'administratif. Une traductrice parce que je travaille en anglais et en français, mais donc tout ce que je crée en contenu, que ce soit pour les clients ou pour le site, la communication, c'est dans les 2 langues. Donc voilà, ça c'est important. Et je travaille aussi avec une illustratrice pour mon blog. Donc on a ces 4 personnes-là qui m'aident à créer du contenu, à le traduire, à gérer les clients et puis à faire en sorte que la machine tourne en fait. Et comme ça, moi je fais mes séances clients. Je passe mon temps à créer du contenu pour mes clients, à avoir des idées de vidéos, à faire en fait ce que… Et du coup, ça libère l'esprit. Il y a une dimension au-delà des heures que je gagne. C'est aussi la charge mentale en moins. C'est-à-dire que quand j'avais une dizaine de clients, puis que voilà, j'avais la possibilité d'en avoir, je ne sais pas, 1 ou 2 autres qui venaient toquer à la porte, c'était toujours oui, mais alors attends, parce que là, prendre un nouveau client, ça veut dire tac, la to-do list qui est tac, 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 oui, il faut envoyer le contrat, il faut le machin, il faut le truc. Et aujourd'hui, en fait, ça me prend plus aucune charge mentale, quoi. Je clique sur un bouton, genre notification à Corinne, hop là. Et moi, j'attends le jour de la première séance. Et c'est vrai que ça crée un énorme levier de revenus, mais aussi d'impact. Et ça, c'est hyper important. Et en plus, c'est une vraie joie de pouvoir se dire, Creators for Good, ça me fait vivre, mais ça contribue aussi
à la vie et à la santé financière d'autres personnes. Et ça, Ouais. je trouve ça chouette. Ouais, c'est ça. Et moi, ce qui m'avait intéressé aussi et ce qui m'a aidé en fait à faire le switch dans mon activité, ce qu'on avait vu ensemble, c'était ce travail sur la valeur en fait finalement de ce qu'on fait. C'est-à-dire Mmh. que il y a effectivement besoin peut-être parfois de déléguer ou de faire certaines choses qui prennent du temps et qui n'apportent aucune valeur à qui que ce soit. Mais il y a aussi un switch à un moment donné au niveau de justement, est-ce que ce que je vends, c'est uniquement des accompagnements, des séances où voilà, je vends mon temps en fait, ou est-ce qu'à un moment donné, j'arrive à faire monter en fait la valeur de ce que je peux transmettre autrement en fait, et ce qui permet à la fois de je dis comment moi je l'ai vécu hein, quand on a travaillé là-dessus et puis aujourd'hui tel que je le vis, mais ce qui permet à la fois de continuer en fait à faire un job qui est passionnant, qui a du sens en fait, parce que ça fait changer, ça fait bouger les lignes, ça aide des gens et en même temps, ça permet de mieux vivre, quoi. Mmh. Ouais, ça c'est vrai que c'est une notion, super importante, et comme tu le dis très bien, en fait, c'est un piège, en fait, que de vendre, son temps ou de se dire: «Bon, bah, si moi ça me prend tant, du coup je vais pouvoir, le vendre à tel ou tel tarif». Pour reprendre l'exemple que je viens de donner avec, moi-même mon propre temps qui du coup, finalement le temps que je passe par client aujourd'hui est plus faible que ce que j'avais, que ce que je passais quand j'étais au tout début de mon activité où j'étais en plein développement de mes accompagnements aussi. Mais aujourd'hui, la valeur que j'apporte, elle est beaucoup plus grande en fait. Parce Ouais. qu'il y a non seulement l'expérience que je transmets qui est plus riche, et puis il y a tous les outils que j'ai développés au fur et à mesure et que je partage entre tous mes clients euh, qui sont qui se sont aussi énormément développés. Donc aujourd'hui, quand on rejoint un de mes accompagnements, on a en fait mes 5 années d'expérience et d'outils développés enfin voilà, qui sont offerts sur un plateau entre guillemets. Moi, j'ai mis le temps à les créer, mais Ouais. aujourd'hui, voilà, et je continue à en développer de nouveaux, parce qu'au fur et à mesure que j'avance, j'apprends des nouvelles choses. Donc voilà, je continue à vouloir transmettre tout ça aux clients que j'accompagne. Ouais. Et du coup, c'est ça aussi, en fait. Moi, mon temps par client, il diminue. La valeur de mes forfaits, elle fait qu'augmenter. Donc, forcément, l'effet de levier est encore plus grand. Et moi, je l'utilise pas forcément pour augmenter mon salaire à moi, puisque je suis contente de ce que je gagne et j'ai pas forcément besoin de gagner plus. Par contre, du coup, je l'utilise pour embaucher plus, pour faire travailler plus d'heures mon équipe, pour voilà, enclencher des nouveaux projets. Là, cette année, un des grands changements, c'est que en plus de l'équipe que j'ai développée ces dernières années en coulisses, j'ai aujourd'hui maintenant intégré des professionnels à mes forfaits. Donc, j'ai intégré les services d'une web designer, et donc j'ai eu pas mal de clients qui avaient des problèmes en fait Mm. dans le choix et la gestion des web designers avec qui ils travaillaient, parce que le fait d'avoir un site internet, c'est une des choses sur lesquelles on travaille d'un point de vue stratégique. Mais après, moi, je laissais mes clients en fait faire leur choix, même si je donnais une liste de personnes recommandées. Parfois, parfois on suivait mes conseils, et parfois on me disait: ah mais non, mais le cousin de mon voisin va faire l'affaire, c'est un étudiant qui Ouais. a l'air très bien sous tout rapport. Et puis après, on passe des séances et des séances à voir comment rattraper le coup, comment gérer le web designer. Et donc, ça nous ralentit en fait Mm. dans l'accompagnement que je propose. Bref. Et du coup, voilà, j'ai décidé d'intégrer la création de sites à mes forfaits. Donc, ça, c'est une énorme valeur ajoutée pour mes clients, et je peux me le permettre parce que financièrement, Creators for Good voilà, va bien. Et donc, voilà, je peux rajouter en fait ce coût-là sans pénaliser ni moi mon revenu, ni le rythme de développement de l'activité. Ouais. Voilà, Ça, puis d'ailleurs, il y a aussi… Ouais. ouais, ça c'est quelque chose en fait du coup que tu proposes en plus et qui a un coût que tu payes. Mais il y a aussi, Ouais. mais voilà, mais il y a aussi des choses en fait qui finalement sont mutualisées. Je pense notamment
aux vidéos que tu pouvais faire. C'est-à-dire que, par exemple, tu te rends compte que régulièrement, en fait, tu as un certain type de questions en fait, de tes clientes. Et ça ne veut pas dire en fait, que dans l'accompagnement, tu ne vas pas passer un temps avec la personne si elle a besoin en fait, de pouvoir échanger dessus. Mais en tout cas, tu vas pouvoir faire une vidéo là-dessus. Et une fois qu'elle est faite, tu auras passé peut-être une demi-heure, une heure dessus. Mais une fois qu'elle est faite, en fait, tout le monde y a accès. Et ça roule. Pareil pour les petits exercices. Voilà. Et du coup, ça permet en fait de créer une fois le contenu et puis ensuite, il est là en fait. Et tout le monde peut en profiter. Donc, ça augmente la valeur de ce que tu proposes sans y passer plus de temps, quoi. Exactement, ouais, c'est cette idée d'être en recyclage, une pierre trois coups à chaque fois en fait, de jamais réinventer la roue, puisque c'est ça aussi qui fait qu'on se crame et de toujours voilà avoir à l'esprit, ok là je vais passer une heure ou deux à régler tel ou tel problème ou enfin voilà à répondre à l'email de tel client, enfin voilà, comment est-ce que je peux faire pour capitaliser dessus et faire en sorte que ça bénéficie à encore plus de monde et que voilà et qu'en effet moi je passe du temps dessus une fois une bonne fois pour toutes en fait et ça c'est un vrai effet de levier aussi. Ouais. Oui, et ça veut pas dire que l'accompagnement n'est pas sur mesure. Je mets des gros guillemets parce qu'après chacun met ce qu'il veut dans sur mesure, mais en tout cas un accompagnement de qualité où on prend le temps aussi de regarder ce qui bloque et comment aider les clients. Je le dis parce que je sais que moi au début c'est un peu bloqué où je me disais ouais c'est chouette mais moi je veux faire du sur mesure. J'étais vraiment avec ce truc ancré et en fait ce que je vois maintenant avec le recul de cette manière en fait de fonctionner, c'est qu'en fait on peut aussi faire des accompagnements très qualitatifs et sur mesure et vraiment prendre en compte les spécificités de chacun, quoi. C'est ça. On a le sur-mesure en plus de la base commune qui est, voilà, qui vient enrichir et créer de la valeur. Et après, voilà, la limite entre guillemets, c'est que du coup, il faut être super clair sur qui est-ce qu'on accompagne, parce qu'il faut que nos clients aient des problématiques communes et qu'ils traversent en fait les mêmes étapes ou les mêmes les mêmes voilà problématiques à régler. Et c'est vrai que moi je suis très sélective, donc déjà j'ai un nombre de places et je transige pas là-dessus parce que pour moi c'est hyper important de pouvoir passer du temps sur chaque client. Puis j'ai les séances, mais je passe vraiment du temps aussi entre les séances. On a les allers-retours par email, qui est quelque chose auquel je tiens beaucoup. Je sais que c'est pas forcément la norme, que toutes les coachs ou mentors fonctionnent pas comme ça, mais pour moi c'est hyper important de pouvoir passer du temps avec chaque client en fait. Donc voilà, j'ai mon nombre, j'ai ma capacité et du coup je suis assez sélective en fait sur les personnes que j'accepte d'accompagner, non pas par snobisme, mais simplement parce que pour moi c'est hyper important que je me dise si j'intègre telle personne à tel accompagnement, est-ce que ça va vraiment répondre à ses problématiques, est-ce qu'elle va pouvoir vraiment avancer, ou est-ce que finalement elle va utiliser que la moitié des outils et puis moi je vais devoir réinventer la roue ou faire des trucs qui n'ont rien à voir avec ce que j'ai l'habitude de faire et ce que j'ai l'intention de faire, parce que parfois aussi, on développe, on prend un client qui est un petit peu nouveau, mais parce que c'est aligné avec quelque chose vers quoi on souhaite pouvoir tendre. Donc c'est à garder en tête. Et ça, pareil, c'est un switch d'état d'esprit. On ne prend pas tout ce qui vient. On est au clair avec auprès de qui on souhaite avoir un impact et auprès de qui on peut être le plus utile possible. Et du coup, on mutualise après les ressources pour faire en sorte que ce soit à la fois possible pour les clients d'investir dans cette solution-là et viable pour nous de la proposer avec une valeur qui est bien au-delà du prix qu'on fait payer. Donc c'est ça aussi l'enjeu de choisir ses clients. Ouais. Yes. Bon, écoute, super. Merci beaucoup déjà là pour tous ces partages. On arrive à la fin de l'interview. Est-ce que tu aurais une dernière pépite à partager aux personnes qui nous regardent là?
Une pépite à partager, en fait, c'est un petit rituel, un changement que j'ai fait quand je suis devenue entrepreneur, au bout d'1 an, un truc comme ça, et qui est hyper important, je pense, pour être dans un bon état d'esprit. C'est une anecdote un peu toute bête, mais qui en fait a vraiment eu un vrai impact pour moi en tout cas. Donc voilà, je la partage. J'avais eu pour habitude, parce que je sais pas, mes parents faisaient ça quand j'étais petite, bref, d'écouter la radio le matin dans la salle de bain. Et en fait, il se trouve que la radio, enfin les infos, quoi, c'est assez anxiogène, c'est assez négatif. C'est très patriarcal dans la façon dont les choses sont présentées. Bref, ça met pas forcément dans un bon état d'esprit. Et un jour, voilà, je me suis mis à la place à écouter des podcasts. Alors, il y en a plein et chacun peut trouver celui ou ceux voilà, qui les inspirent. Et c'est tout bête, hein, mais le fait que dans la salle de bain, maintenant, j'écoute des interviews d'entrepreneurs inspirants plutôt que des trucs sur l'économie qui va pas ou je sais pas quoi, l'interview de tel oligarque, tel politique véreux, en fait, ça change complètement le mood, quoi. Ouais. Et c'est des petites choses comme ça, parfois, travailler son état d'esprit, c'est juste faire attention à qu'est-ce qu'on fait rentrer dans notre environnement, dans notre écosystème de vie qui est porteur, et qu'est-ce qui, en fait, nous plombe ou nous ramène voilà, à un système ou à un écosystème qui n'est pas sain, en fait. Et c'est hyper important de faire attention aux personnes qu'on côtoie, aux choses qu'on regarde, qu'on écoute. Je fais aussi attention, je sais pas, quand je regarde une série télé ou quand je lis un bouquin, je fais attention, en fait, est-ce que dans les 10 premières minutes du film, il y a une femme qui a pris la parole ou pas. Ouais. C'est le Bechdel test. Donc je fais attention, à ce que je regarde et ce que j'imprègne, ce soit féministe, que ce soit porteur, que ce soit vraiment inspirant, parce que du coup encore une fois, ça peut paraître anecdotique, mais en fait, ça a une vraie incidence sur son état d'esprit. Et on sait que les femmes entrepreneurs, un des enjeux, c'est de croire en soi, c'est de ne pas se limiter dans ses ambitions, c'est d'y aller même quand on ne se sent pas tout à fait prête, c'est d'être OK pour avoir des objectifs financiers ambitieux, etc. Et pour ça, c'est hyper important d'avoir des modèles et de se baigner, en fait, dans un écosystème culturel presque qui va venir soutenir, en fait, ces ambitions-là. Donc, il faut faire attention et parfois se couper aussi des médias un peu plus traditionnels ou des choses un petit peu plus patriarcales qui peuvent paraître normales, qui font partie de la vie de la plupart des gens, mais qui ne sont pas du tout aidants pour les femmes entrepreneurs. Ok, bon, merci pour cette pépite, Solène. Et un grand merci pour tout ce que tu nous as partagé de ton expérience, de ton vécu. C'est vraiment hyper riche et précieux, donc grand merci. Et pour toutes les personnes qui nous regardent, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager largement. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle interview. Bonne journée. Salut. Merci à toi, Lydie. Ciao, ciao.